Hello, good afternoon, everyone. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez eu un bon déjeuner. Et concernant le déjeuner, aujourd'hui, la discussion de ce panel est sur le thème de la sécurité alimentaire. Et mon nom est Somi Kassiri. Je suis le dirigeant de notre boîte en Afrique de l'Est. Et c'est moi qui serai en charge de ce panel-là. Et donc, c'est vrai que Dieu nous a permis à beaucoup de personnes d'avoir les cheveux. Malheureusement, certains d'entre nous n'ont pas eu cette chance-là. Donc, je vais présenter certaines diapos. Ce ne sera pas vraiment une grande présentation, c'est juste quelques diapos pour vous mettre un peu dans l'élan sur la sécurité alimentaire. Et après, maintenant, nous allons recevoir nos différents intervenants du secteur privé, public, les financiers. Nous allons avoir des questions aussi qui seront posées. Et après, j'espère qu'on pourra avoir une discussion vraiment engagée. Donc, on va aller rapidement sur la présentation, juste pour vous donner un peu une idée de quoi il s'agit. Je pense qu'on a déjà entendu parler plusieurs fois parce qu'on a eu plusieurs discussions aujourd'hui. La magnitude sur le challenge concernant la sécurité alimentaire m'effraie vraiment parce que si on veut parler de la sécurité des aliments, on sait qu'il y a certains enfants et des adultes souvent qui n'arrivent pas à se nourrir. Et donc, il y en a qui ont plusieurs repas et d'autres même qui n'arrivent pas. On parle de 85% de la population africaine qui explique l'insécurité alimentaire. Et donc, c'est un problème social qui est vraiment sérieux et au niveau justice, au niveau légal, et aussi c'est une ramification économique sur le continent. Et juste pour vous donner un exemple, par exemple, la pénurie que nous avons eue au Kenya, on peut parler de plus de 35% des enfants qui ne partaient pas à l'école. Et non seulement cela est une injustice, mais on peut essayer d'avoir aussi assez d'argent concernant la productivité. Mais lorsque les enfants ne sont pas scolarisés, ils sont vraiment arrêtés et ils sont vraiment stoppés. Quel espoir peuvent-ils avoir de pouvoir être productifs pour leur famille et leur société 10 ans et 20 ans plus tard? Et donc, selon moi, c'est un challenge vraiment fondamental que nous devons vraiment discuter. Et donc, voici un peu ce que nous voyons, la disparité entre la production. Si vous regardez, vous allez voir un peu ce qui se passe sur le continent et en fonction de la demande. Donc, vous voyez que la production, généralement, c'est un peu plus plat et la demande a vraiment doublé durant les 30 dernières années. Et donc, c'est vrai que j'ai parlé du Kenya, mais il y a d'autres pays aussi qui font face à ce genre de difficultés-là. Parce que nous n'avons pas de pays en Afrique qui ont un surplus de production alimentaire. Cette conversation n'est pas uniquement sur la production, mais on parle de sécurité. Ici, ce n'est pas comment est-ce qu'on peut avoir les bons produits alimentaires de qualité, mais il y a d'autres aussi conducteurs. Disons par exemple, si vous avez un produit qui ont des surplus, les pays qui sont fermés, comment est-ce qu'on peut les aider à pouvoir produire du surplus? Et donc le problème est multiface et on doit vraiment voir ce problème-là d'une manière multiface. Et donc si je vous pose la question, selon vous, quel est le plus grand impact que nous avons sur la production alimentaire globalement? Vous allez parler du changement climatique et on peut avoir plusieurs réponses. Disons, le choc géopolitique a toujours un impact négatif sur la production. Nous avons expérimenté cela sur l'Ukraine et la Russie lorsqu'il y avait vraiment un problème avec la piraterie et donc la distribution alimentaire était vraiment difficile. Et nous savons aussi que le changement climatique a un impact dans plusieurs endroits. Il y a certains endroits où ça peut accroître la productivité, comme vous voyez en vert, où vous voyez que les températures sont vraiment accrues,
où le changement climatique favorise ces différents pays. Disons par exemple au Kenya, nous avons vraiment été un pays qui a beaucoup exporté. Par exemple, les saisons où le Maroc ou l'Égypte ne peut pas exporter, maintenant qu'on voit que l'été est en train d'être réduit, ça permet à ces des pays-là de pouvoir avoir une productivité un peu plus signifiante. Et donc, pour vous mettre un peu en perspective, pour que vous puissiez vraiment voir l'impact du choc géopolitique, ici on voit l'index du prix de la nourriture. C'est un tableau qui montre un peu les personnes affamées en Afrique. Et cela nous permet de pouvoir comprendre pourquoi est-ce que l'insécurité alimentaire est en train d'accroître de façon accrue, de façon vraiment difficile à comprendre dans notre continent. Et donc, dans une situation normale, quand on voit que les prix sont en train d'augmenter, vous devez décider ou de pouvoir manger moins ou manger plus, mais de mauvaise qualité. Donc, c'est un peu la problématique à laquelle nous sommes en train de faire face. Et donc, le changement climatique, malheureusement, notre continent n'est pas un continent qui va vraiment bénéficier du changement climatique. Les différents pays en rouge, où on s'attendrait à avoir une réduction de 50%, qui sera comparée à une augmentation de 2%, ce qui est différent de d'autres pays parce que quand on fait la comparaison, notre continent est un continent qui a une population qui est vraiment en train d'accroître. Et donc, comment est-ce que nous allons réfléchir en fonction de cette solution, cette situation? La première solution, c'est de pouvoir produire plus et trouver une manière de pouvoir stocker. Donc, pour pouvoir produire 2 à 3 fois plus de grains, on devrait avoir plus d'engrais. Je pense que ce n'est pas juste de distribuer, d'avoir beaucoup d'engrais. Je ne pense pas que c'est là la solution. Disons, un investissement de 8 milliards pour pouvoir voir comment pouvoir stocker. J'aimerais vraiment beaucoup attendre de FMO, de voir comment faire. Et on a vraiment aussi besoin de plusieurs types d'engrais qui vont nous aider à pouvoir avoir une production de qualité. Nous avons aussi besoin de beaucoup d'investissements sur l'irrigation pour pouvoir minimiser ces différents challenges. Donc, c'est juste quelques solutions. Je pense que vous allez peut-être m'en dire plus. Et deuxièmement, on doit vraiment développer les infrastructures, que ce soit au niveau national et régional. Nous ne faisons pas vraiment beaucoup. Je sais qu'en Afrique de l'Est, ils ont essayé de pouvoir avoir un bilan sur tout ce qui est production alimentaire, mais il faut on puisse avoir un équilibre sur la production et aussi l'échange que nous faisons entre pays. Et je pense que ce qui est le plus vulnérable, c'est dit que une fois qu'on a pu trouver un bon système, un système adéquat, ne serait-ce que pour la production et la distribution, il faut penser aussi à comment est-ce qu'on peut pouvoir l'exporter. Donc, on doit vraiment être plus intelligent sur la manière que nous travaillons. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais vous présenter. Donc, sans perdre de temps, je vais demander à Steve de venir ici. On va faire une introduction rapide de nos intervenants et maintenant on va procéder aux questions. Merci. And we do have 2 French speakers. Nous avons donc deux francophones. Est-ce que nous avons l'interprétation? Oui, nous avons l'interprétation, donc nous pouvons continuer. Alors, ceux qui ont besoin de l'interprétation, vous pouvez donc prendre les casques juste à la table à côté. Nous allons commencer par la ligne du bout. Donc, vous allez donner votre nom, votre organisation et vous présenter. Merci.
Merci. Merci à vous de nous donner la parole afin de partager nos avis, nos points de vue qui certainement vont se recroiser et se croiser. Merci. Rita Zniber, PDG, présidente directrice générale de Diana Holding, qui est un groupe orienté essentiellement vers l'agro-industrie et qui sait de quoi parle le changement climatique aujourd'hui. Thank you very much for Merci beaucoup de me recevoir ici. Je m'appelle Michael, je suis donc le CEO de Information. Je fais partie donc du board du développement de la banque allemande. Nous travaillons, nous exerçons dans 3 secteurs principalement. Donc nous faisons donc là du financement industriel, nous faisons donc du financement sur l'énergie et c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Rita Aditi. Je suis donc dans le même domaine que mon collègue. Je suis donc responsable de stratégie marketing et aussi responsable des associés du groupe. Et nous sommes dans le domaine des fertilisants et de tout ce qui est engrais. Nous sommes très heureux d'être là, de pouvoir échanger et participer à ce panel et justement discuter aussi de la sécurité alimentaire. Merci. Bonjour, je suis très heureux d'être là. Donc, Félix Lama, je suis ministre de l'Agriculture et de l'Élevage de la République de Guinée. 13 millions d'habitants, 13 millions de terres arables. Et puis, nous avons la particularité d'avoir 4 régions naturelles avec 4 microclimats dans chacune de ces régions naturelles. Donc, c'est un plaisir de partager avec mes collègues panélistes et puis vous autres un peu notre expérience et ce que nous faisons en tant que pouvoir public dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Merci. good afternoon. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Sergio Pimenta. Je suis donc de IFC. Je représente donc la région. Je suis le vice-président pour la région de l'Ouest africaine. Donc, nous avons aussi développé des différents financements sur l'agriculture et c'est vraiment très important pour nous de l'avoir dans le portfolio de l'entreprise, de notre industrie, parler donc d'investissement dans l'agriculture et tout. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là et de partager mon expérience et rencontrer aussi ces copanélistes. Merci beaucoup de me donner la parole. Alors, je voudrais donc commencer avec l'honorable ministre de FEDEX. Nous avons eu une discussion sur les références honorables en Guinée. Et je voudrais donc, en tant que ministre, quand vous entendez parler de sécurité alimentaire, pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Pour voir, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'idée quand vous entendez parler de sécurité alimentaire? Merci. Le pouvoir public, pour nous, dès qu'on entend parler de sécurité alimentaire, c'est de pouvoir, à tout moment, faire en sorte que nos populations aient de la disponibilité à tout moment et aient un accès également à tout moment et de façon durable et aient également le pouvoir d'achat, de pouvoir accéder à tout moment à une alimentation qui soit saine et qui leur permette en fait de réaliser leur activité et de se développer dans le pays. Donc pour nous, c'est véritablement cela, cette accessibilité, cette disponibilité et surtout cette durabilité d'accès à l'alimentation à tout moment au sein de notre pays. Donc c'est ce qu'on, en tout cas pouvoir public pour nous, ce que c'est que la sécurité alimentaire. Je vous remercie. Thank you. Merci beaucoup. Alors, on va essayer. J'ai un casque pour l'interprétation, donc désolé. Pardonnez-moi pour cette tâche. On va reprendre un peu la question. Madame Abiba. Alors, Madame Abiba, vous êtes donc dans une entreprise qui fait donc de l'engrais et des fertilisants. Donc, nous nous sommes rencontrés la semaine dernière. Alors, selon vous, aujourd'hui,
quand nous parlons donc d'implémentation et d'accroissement dans ce domaine, quelle est pour vous votre vision sur ce genre d'événement et qu'est-ce que vous direz? Alors, pour moi, participer à ce genre d'événement, c'est vraiment très, très important. Et je suis très heureuse d'être ici à Kigali depuis... alors, je pense que nous, notre domaine n'est pas seulement limité aux fertilisants, hein. Nous parlons un peu de tout ce qui est inhérent à l'agritourisme, à l'agriculture. Alors pour nous, les statistiques que nous recevons, que nous voyons dans ce domaine-là sont vraiment très importantes parce que pour aujourd'hui, le monde a besoin donc de l'agriculture. Nous devons discuter, nous devons faire ce genre d'événement, ce genre de panel pour pouvoir parler de ce qui se passe sur le continent et de parler aussi de l'approche, on va dire, encourageant l'empreinte palpable de cet argument-là dans le continent. Alors, un ou deux points sur lesquels je voudrais revenir et peut-être mettre l'accent, ce sont ces points-là de pouvoir donner la possibilité aux gens de discuter de cette problématique-là et de pouvoir comprendre exactement qu'aujourd'hui l'Afrique est capable de produire et de s'autosuffire en matière d'alimentation. Et il faut donner bien sûr la possibilité à l'Afrique de pouvoir implémenter sa production et de pouvoir développer à travers des industries et de différents plans que nous mettons en place pour pouvoir améliorer sa production et trouver donc des inputs nécessaires pour que le continent puisse avancer sur ce point. On a aussi un deuxième point. Aujourd'hui, nous avons besoin de pouvoir implémenter. Nous devons continuer à former et à discuter sur ces points-là pour pouvoir donner aussi la possibilité de s'autosuffire et de trouver la possibilité d'utiliser des fertilisants sécurisés pour les différentes plans d'agriculture. Nous avons aujourd'hui un gros problème de changement climatique qui nous permet de pouvoir comprendre les difficultés que nous avons et le fait qu'en Afrique en général, tous les plans d'agriculture et des agriculteurs utilisent la même manière de production, la même manière de planter, ça fait en sorte que nous arrivons à ne pas avoir une idée positive ou globale, mais pouvoir transformer ce que nous arrivons à planter nous donnera la possibilité de comprendre. Je pense que pour moi et aussi pour les autres personnes qui sont intéressées par ce sujet doivent comprendre et parler de la même chose. Et nous devons aujourd'hui détecter les causes et pouvoir arriver ensemble à pouvoir les résoudre. C'est cette absence en fait de globalisation et de travail de chaîne pourrait nous permettre de se bloquer sur ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la collaboration qui vise aujourd'hui est un bon point? Oui, je pense. Vous pensez que ça marche bien? Je pense que oui. Aujourd'hui, avec la synergie que nous mettons ensemble, les collaborations que nous avons au niveau du privé, au niveau du public, cette collaboration nous permet en fait de voir des résultats, d'avoir des résultats. C'est vraiment un gros défi pour notre continent, mais nous pouvons y arriver. C'est aussi un espoir, hein, c'est aussi pour nous une manière d'espérer que les choses vont s'améliorer. Mais aujourd'hui, le continent peut s'améliorer, peut trouver ensemble les solutions à ces gros défis auxquels nous faisons face. Et je pense que travailler ensemble nous donnera des solutions positives et nous allons grâce à nos expériences communes ou nos expériences différentes, mettre ça ensemble et travailler avec cette synergie-là pour pouvoir trouver donc des solutions à ces différents défis que nous rencontrons. Je pense que c'est pour ça que nous avons des partenaires d'investissement, c'est pour ça que nous partageons aussi nos expériences, c'est pour ça que nous participons à ce genre d'événements aussi pour pouvoir partager et trouver des solutions. Merci beaucoup. Me to react to that. So I fully agree. Je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Aujourd'hui, la technologie est là, bien sûr, mais nous faisons aussi du bénéfice aussi dans ce domaine-là. C'est vraiment des gros risques que nous avons devant ces défis que nous avons et continuer à pratiquer et permettre à ces agriculteurs de pouvoir comprendre le changement. Parce que l'argent qui est investi dans ces transactions-là sont de grosses sommes et nous devons comprendre, nous devons éduquer, bien sûr, la sphère de ces différentes générations-là à comprendre comment utiliser cet argent-là, comment utiliser ces investissements-là pour faire quelque chose de mieux. Voilà. Merci. Since you took the mic,
vous avez dit que l'argent est là. Donc, dans ce domaine-là, nous avons beaucoup de fonds qui circulent. Mais comment on fait pour rendre disponible cet argent-là, ces investissements-là? Comment on fait pour l'avoir? Comment on rend ça pratique? Comment on rend ça accessible? Selon vous, comment il faut s'arranger pour pouvoir y avoir accès? Je pense que c'est simple. Hein, pour avoir accès à cet argent, il faut suivre les programmes d'investissement. Il faut connaître quelles sont les entités qui investissent dans ce genre de domaine. Et nous avons aujourd'hui encore de plus en plus de structures qui financent ce genre de projet. Et il faut juste s'informer, il faut connaître, et il faut toujours continuer à parler. Nous avons des banques, par exemple au Nigeria, qui investissent dans ce domaine. Il y a beaucoup de banques aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions aujourd'hui qui font confiance et qui investissent dans ce domaine. Donc, vous avez aussi certains groupes qui sont là, qui financent ce genre de projet. Mais quand vous voyez un peu la valeur ajoutée de ces producteurs-là, vous voyez la valeur ajoutée que ces agriculteurs-là apportent à l'économie, je pense que ça nous donne encore plus envie de les accompagner. Et il faut vraiment comprendre comment ces technologies-là, ces entreprises de technologie agissent et comment elles peuvent accompagner. Alors, la question aujourd'hui n'est pas comment nous ferons pour arriver au top, mais il faut comprendre quel modèle utiliser. Par exemple, le modèle du Nigeria, comme je disais tout à l'heure, un modèle qui est un modèle à succès, parce qu'ils ont su comment utiliser ces ressources-là et comment les modifier pour pouvoir avoir des performances positives. Et ils accompagnent ces différents agriculteurs-là pour leur développement, et ils discutent avec eux, ils comprennent leur réalité, ils essaient de les accompagner et ils savent qu'ils peuvent trouver des investissements là. Donc, ils arrivent à trouver une synergie entre ces deux entités et trouver plus de financement pour accompagner leurs projets. Madame Rita. Le Maroc est l'un des pays vraiment très avancés dans le domaine de l'agriculture. Vous avez beaucoup d'investissements dans ce côté-là. En tant qu'une personne ancrée dans le business, quelles sont les leçons que le Maroc pourrait nous apporter et que le roi du Maroc, dans sa préoccupation de la sécurité alimentaire pour l'Afrique, a décidé de partager avec, je vais dire, à travers 3 bras armés, dont le premier est l'OCP, le deuxième est le ministère de l'Agriculture, qui est quand même dépositaire des politiques publiques, et il y en a eu plusieurs au Maroc, dont le plan Maroc Vert, le Green Generation qui est actuellement en cours, et puis le ministère des Affaires étrangères qui veille à ce que les choses se passent comme elles doivent se passer. Je crois que la coopération Sud-Sud peut trouver et doit trouver sa place dans le cadre de la lutte contre pas pour la lutte, mais pour la sécurité alimentaire, la lutte pour la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes très impactés au Maroc par la sécheresse, comme vous le savez. Donc, quand on parlait de partage d'expériences et, comme vous le disiez tout à l'heure, Madame, je pense qu'on a tous besoin de partager nos expériences. On a tous besoin aujourd'hui d'axer sur la formation, sur l'utilisation de la technologie. La technologie doit jouer un rôle prépondérant pour justement anticiper, puisque gouverner, c'est toujours anticiper, et ça serait, je pense, très utile en matière d'agriculture. Donc utiliser toute la technologie actuelle, former
former des ingénieurs, former des techniciens, élever tous les employés, tous les ouvriers agricoles au niveau de techniciens. Ça, c'est mon approche, c'est ma vision des choses. Et je dirais qu'en termes philosophiques, il faut être très résilient aujourd'hui pour être dans l'agriculture, et pourtant c'est vital d'y rester. C'est vital d'aller chercher des fonds. C'est vital de sensibiliser les institutions financières pour qu'elles participent à justement ces activités-là, qui sont la base et la source du maintien de la vie sur Terre. Qu'on le veuille ou non, ça et la médecine, la science sont des choses qui sont indispensables. Et il faudrait que les coûts de ces prêts, de ces engagements, soient raisonnés de façon empathique à l'égard non pas de celui qui reçoit ce prêt, mais de la finalité de ce prêt, laquelle finalité est au profit de l'ensemble. Voilà le message court que je voudrais dire, ce qui me vient à l'esprit en tout cas maintenant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou si j'ai fait une digression. Merci. No, that's wonderful. Thank you. Merci beaucoup. Donc, j'ai deux questions, mais avec l'annonce que j'ai eue, que vous voulez accroître votre investissement d'équité sur le continent, qui est une très bonne nouvelle. Je vais peut-être combiner les deux questions. Quel type de projet sur le continent qui vous enthousiasme le plus? Et quels sont les changements structurels que vous voulez voir sur le continent pour pouvoir vous amener à pouvoir doubler vos investissements sur le continent? Panel and maybe try and answer your two questions, but they are actually very interesting one. But what excites me in terms of projects in the continent is a very long list, so I'm trying to narrow it down to a little bit, a couple of cases. J'essaie de revenir sur certains cas. Ce qui m'excite sur les différents projets de ce que je peux faire avec la plupart des partenaires que j'ai ici, c'est lorsque nous allons au-delà du projet. Nous avons parlé de l'agriculture. Lorsqu'on regarde un peu la chaîne de valeur et nos interventions ont un impact qui permet d'améliorer la chaîne de valeur depuis le début. Et c'est une approche que nous avons développée de plus en plus. Nous avons fait dans tous les continents, dans plusieurs commodités, plusieurs pays, où au lieu de juste dire oui, nous allons financer un plan, disons, un central de production d'aliments, on essaie de voir un peu comment est-ce qu'on peut aider la chaîne de valeur à se développer elle-même, des agriculteurs jusqu'aux consommateurs. Donc, en tant que développeur, on veut pousser de telle sorte que la chaîne de valeur reste sur le continent, parce que le plus de transformation d'aliments on peut avoir sur le continent sera favorable pour l'environnement, pour l'économie et pour la population. Et donc, l'approche que nous voulons avoir, c'est d'améliorer la capacité du continent à pouvoir créer de la valeur dans différents pays, et pour pouvoir développer une chaîne de valeur entière. Et pour pouvoir le faire, pour revenir à votre deuxième question, je vais revenir sur la diapo dans votre présentation, où vous avez identifié les zones où nous devons nous concentrer si nous voulons vraiment bouger les choses dans le secteur de l'agriculture en Afrique. On ne peut pas juste dire non, je vais me focaliser sur le transport et la logistique et oublier aussi la qualité des semences. Ou dire nous allons améliorer le commerce. Je pense qu'on doit tout faire à la fois. Et c'est pourquoi souvent c'est un peu difficile. Mais je pense qu'on a entendu d'autres panélistes, d'autres entités, d'autres joueurs peuvent aider dans plusieurs aspects. Donc si on peut travailler de façon coordonnée, on peut maximiser. Si moi je peux faire une chose, le gouvernement aussi peut faire une chose, le secteur privé peut faire une chose, et donc nous tous ensemble, nous serons plus impactants que travailler seul. Donc voilà un peu ce que je vois. Pour revenir sur votre point concernant l'équité, je pense que c'est un domaine en Afrique
et dans d'autres marchés émergents, nous voyons que voici un peu le problème. Lorsqu'on parle de fonds propres, disons, quelqu'un a mentionné tantôt, il n'y a pas de financement. Non, il y a le financement en Afrique. Mais le financement est plus sur le côté de la dette. On a besoin de plus de joueurs pour pouvoir avoir des fonds propres. C'est vrai que c'est difficile pour pouvoir avoir les fonds propres, mais je pense que on peut trouver des moyens pour pouvoir trouver des personnes qui seront volontaires pour pouvoir fournir les fonds propres. Donc, je pense que certains joueurs, certains acteurs peuvent prendre la décision de dire oui, nous voulons prendre la décision de pouvoir fournir des fonds propres. Et donc, dans le secteur de l'agriculture, je pense que c'est quelque chose de très important parce qu'on a beaucoup d'acteurs et de joueurs qui peuvent transformer cette économie en Afrique, mais ils ont besoin de capital. Donc, essayons de les aider à pouvoir en avoir. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura l'opportunité au public de poser les questions. Donc, je vais d'abord poser 2 autres questions et vous donner le temps. Donc, Monsieur Félix, si vous êtes dans une salle où vos collègues du ministère de l'Agriculture, et disons que vous avez une conversation nette avec eux, que diriez-vous à vos collègues du ministère que vous pensez que vous pourriez faire mieux? What I will tell them right away. Today, Africa represents a third of the population globally. And the African demography, the population of Africa is increasing. And so I think it's something to consider, particularly when it comes to countries in the south of the Sahara. We realize that there is even more increase of the population, and these are youth. And of course, our soil is rich. Our soil is great for agriculture, so we need to take that into consideration. Obviously, we are facing the brunt of climate change, and currently this has an impact on productivity and production when it comes to agriculture. There is also conflict, which also exacerbates the impact when it comes to food security. And so, as a public authority, it's our responsibility to ensure that our population has access to quality food at all times, but also we need to ensure that we are able to set up regulations, laws, plans that could allow all the stakeholders, be they from the private sector or just farmers or smallholder farmers, to be able to cultivate. And so, as far as I'm concerned, laws are important. The legal framework is also important. I listen to some actors in the private sector who also need the insurance or the assurance that they can invest in livestock in Africa. And so we need to establish the kind of legal framework that can help them to progress. We also have financial actors. Your presentation demonstrated, for instance, the example of Guinea. We have around 600,000 tons of rice, which we import per year, whereas we have 30 million of arable land. So how is it that we are not able to produce these 600,000 tons? And it's possible. So we just have to go towards smart agriculture that can enable us to take into account the impact of climate change to continue to ensure food security for our populations. And this would obviously require investment, so we need the support of our technical and financial partners to build the capacities of smallholder farmers, but especially we would need to attract funding from private sector and encourage them to invest instead of always importing. We have fertile land which is available and which requires investment, but we need to create the right environment.
there is also the land mapping, which is important. And so if we don't have laws which guide all that, I think it will be challenging. We should also be able to handle that so that they can be able to act in this environment. But most especially as Africans, we need to create an entire value chain to achieve this. And when it comes to investment, we need to ensure that they are not focused on factors that are not important, but we need to focus on factors that have more value for us when it comes to food security. When it comes to Guinea, for instance, it would be in terms of rice, in terms of cassava, or yam, for instance. But we would have to choose the right items and avoid being all over the place. We need to focus on what is important for our countries and come up with clear plans in order to achieve food security. Of course, food security cannot be achieved in the absence of handling three issues, which is handling water. We cannot be in agriculture without focusing on water. Second, we need to also focus on energy. We need to be able to have access to energy. So I think water, energy, and agriculture are really key to help us to achieve food security. We need to have proper irrigation methods, and we need to be able to use inputs which are good, but which would not put pressure on our soils, because of course it's great to use fertilizers and other things, but we have to avoid using chemical fertilizers. I think that increasingly we need to encourage the use of organic fertilizers, so that we avoid degrading the quality of the soil. So we need to take into account some of these aspects. There is also mechanization, which is important in agriculture. We need to arrive at that. Somebody spoke about technology as well. We cannot actually disregard technology, especially when we are aware that climate change can be anticipated with some meteorological methods that can help us to kind of evaluate the weather, and this can help us to actually examine the implementation of our activities. And so this is what I would advise my colleague in the public sector. I want to say that it is possible to feed the entire world here from Africa. We have the lands, we have the human resources, we also have the necessary capacities. I think it's an issue of will, and we need to be able to address this to ensure that future generations are able to live in a continent which has which enjoys full food security. Thank you. Thank you very much, Mr. Minister. D'accord, merci, Monsieur le Ministre. J'ai vraiment aimé votre perspective. Alors, Abiba, lorsque nous avons parlé plus tôt, vous avez mentionné des raisons. Vous avez mentionné des raisons qui font que c'est difficile pour vous de pouvoir investir par rapport au gouvernement. Donc, j'aimerais vraiment entendre dans votre domaine, qui sont les engrais, qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour vous permettre de pouvoir faire ces investissements-là sur le continent? Merci. J'aurais aimé réagir avant ça, mais je vais revenir sur votre question. Et donc, je suis très contente parce que j'ai trouvé des réponses sur la réponse de son Excellence, le ministre, et comment le secteur privé peut aider le secteur public pour pouvoir promouvoir et faire ce qu'il doit être fait pour pouvoir développer l'agriculture, la chaîne de valeur de l'agriculture. Et donc, nous avons parlé de la gouvernance, des politiques, mais il y a aussi la protection. Parce qu'aujourd'hui, on parle de tout ce qui est droit d'import, mais nous avons le potentiel et la possibilité de produire localement, mais c'est parce qu'on permet l'import d'ailleurs. Parce qu'on a eu des discussions de compétition, on doit travailler avec le secteur privé, les engager dans les décisions et aussi pour pouvoir les protéger est un élément clé
pour pouvoir avoir cette stratégie commune et ambition pour pouvoir combiner tous les efforts. Et c'est mon premier point sur le défi concernant le secteur privé et les problèmes qui ne vraiment favorisent pas le secteur privé à pouvoir faire mieux. Donc voici un peu la recommandation que je peux faire pour le secteur privé, pas seulement sur leur ajout, mais aussi la production, mais pour leur dire que souvent, il y a des interventions imprévisibles du gouvernement. J'ai des rumeurs, par exemple, que j'ai entendues dans le marché, des imports qui viennent d'ailleurs, qui peuvent créer des incertitudes. Donc, on a besoin du gouvernement de prendre les bonnes décisions pour pouvoir apporter les produits au bon moment. C'est vrai que souvent, c'est vraiment difficile de pouvoir avoir le développement du secteur comme nous le voulons. Donc, si nous pouvons travailler de façon jointe et pouvoir impliquer les deux côtés, que ce soit privé et public, je pense que c'est un élément clé qui doit vraiment être développé en Afrique. Je ne vais pas parler de finances parce que je pense que j'ai déjà entendu qu'il y a les finances qui sont disponibles, mais c'est comment pouvoir les catalyser, comment travailler avec tout ce qui est risque d'investissement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver des concepts faisables et aussi travailler dans une manière pour pouvoir catalyser les investissements. Donc, le secteur privé veut prendre ce risque-là pour pouvoir catalyser les investissements, mais nous devons commencer à pouvoir mettre en place des preuves de concept. Et donc, mon dernier point, aujourd'hui, il y a des difficultés aussi. C'est le fait que nous avons des ressources, mais aujourd'hui, nous voulons embaucher des personnes. C'est vrai, c'est vraiment difficile pour pouvoir les embaucher dans certains pays. Investir sur le capital humain qui est l'éducation qui est clé. On a entendu ce matin des exemples d'universités qui font beaucoup. On a vraiment besoin de grands investissements sur l'éducation pour pouvoir avoir les bonnes personnes où on peut avoir ces trois piliers qu'on a entendu ce matin, le leadership, la gouvernance. Et je pense que le dernier qui est clé pour pouvoir développer ce secteur-là sur le continent. Merci à vous. Et donc, à cause du temps, Michael, vous avez investi dans le monde entier, en Afrique, en Asie. Quelle est votre vision sur l'investissement de l'agriculture en Afrique comparé à d'autres secteurs en Afrique ou en dehors de l'Afrique? Ce qui est bien dans l'investissement de l'agriculture, c'est que on peut se battre sur tout ce qui est climat et aussi se battre sur l'égalité, l'inégalité et la pauvreté. Je pense que on peut faire les deux à la fois et c'est fantastique, mais on a découvert que après nos recherches, c'est que chaque nouveau travail peut coûter $3 000 d'investissement uniquement. Et ça, c'est dans l'agriculture. Et ça, c'est le plus bas dans tous les différents secteurs. Et ce 3 000 que vous avez entendu est le plus bas pour l'Afrique. Donc, tout investissement pour tout nouveau travail dans l'agriculture en Afrique est dans tout le continent. Et aussi dans tous les différents secteurs. Disons, par exemple, par exemple, si on veut revenir sur votre présentation, vu que vous avez parlé de l'impact du changement climatique, c'était vraiment rouge et c'était vraiment clair. Donc, il y a vraiment un besoin et une opportunité. Donc, quand j'ai parlé à l'SFI pour pouvoir doubler tout ce qui est investissement, et j'ai dit que les fonds propres sont difficiles parce que c'est difficile de pouvoir trouver ces projets qui sont bancables. Et donc, nous avons parlé de ce qui est création de marché. Parce qu'on a vu un besoin d'avoir vraiment le travail, parce qu'il y a un grand potentiel avec avec la jeunesse, et on a un besoin aussi de potentiel. Donc, pour nous, l'Afrique est un des pays où il y a beaucoup d'opportunités. Mais c'est vrai que les risques existent concernant l'Afrique. Mais nous avons aussi un autre risque de l'autre côté à cause des gouvernements où il y a des instabilités politiques et l'insécurité.
Mais il faut aussi regarder le secteur financier. Je pense que le gouvernement peut aider à pouvoir aider dans les premiers PET. On peut avoir aussi des fondations privées. Nous avons entendu l'année passée durant la COP qu'il y a eu un financement de 1 milliard de dollars des investisseurs à Alliance de l'Allemagne avec d'autres investisseurs. Aux États-Unis, il y a une entreprise aussi qui a fourni 25 millions. Et donc, avec ces 25 millions, on a pu développer 1 milliard de dollars américains dans ces différents secteurs. Juste pour cet effort-là de risque financier qui a été fait. Et donc, ça a pu créer cette attrayance-là à d'autres investisseurs de pouvoir investir. Et donc, je pense que c'est la complexité du puzzle. Donc, tous ces éléments-là doivent entrer en jeu. On a eu aussi les discussions sur le fait que pourquoi en 10 ans, on aura besoin de dépenser assez. On sait que ça demande beaucoup de temps. La situation serait pire si on n'avait rien fait auparavant. Donc, on doit continuer à travailler dans ce sens. Et donc, ce qui me donne beaucoup d'espoir pour le futur et surtout pour l'Afrique, il y a beaucoup de travail qui doit être fait concernant ce qu'on va faire pour l'Afrique. Et donc, j'aimerais maintenant donner la parole au public. Si vous avez des questions pour les panélistes, est-ce que nous avons des gens avec des micros pour pouvoir aider ceux qui veulent poser les questions? Ne soyez pas tristes et ne soyez pas timides. Je sais que beaucoup d'entre vous ont envie de poser des questions. Donc, bon, pendant qu'ils réfléchissent à des potentielles questions, je vais vous poser une question. Ah, attendez, je vois une personne qui a envie de poser une question. Donc, merci. C'est concernant la combinaison de finances. Comment est-ce que son mouvement de pouvoir gérer les différents risques de capitaux, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui se progresse? C'est vrai que ça fonctionne dans certains secteurs, mais lorsqu'on regarde l'agriculture, je pense que c'est vraiment difficile de pouvoir avoir des subventions pour pouvoir déployer les capitaux. Est-ce qu'on doit faire plus d'efforts pour pouvoir avoir une approche financière différente concernant le secteur de l'agriculture? C'est une très bonne question concernant un financement un peu mixte. Je vois que pour pouvoir avoir plus d'impact, on doit aller dans un endroit où le financement n'est pas disponible. Et ce qui est vrai pour l'agriculture, c'est que on doit penser aussi à d'autres secteurs. Mais dans l'agriculture, c'est vraiment vrai. Si vous regardez un peu les différentes chaînes de valeur dans le marché, lorsque on regarde ceux qui travaillent pour pouvoir améliorer la chaîne de valeur, c'est vraiment peu. Si vous voulez essayer de vous créer une connexion avec les agricultures, le coût pour pouvoir le faire est vraiment difficile. Donc, avec un financement mixte, ça peut aider à pouvoir arriver à le faire. Avant de pouvoir développer une certaine échelle, on a besoin d'avoir certains outils pour pouvoir amener à pouvoir avoir ce genre de financement-là. Mais pour pouvoir avoir un financement solide, il faut avoir des instruments qui vont nous aider à pouvoir débloquer ces finances-là. Un exemple, récemment, j'étais au nord du Sénégal, dans la vallée. On a financé une entreprise sur la chaîne de valeur de l'oignon. Mais ce n'est pas vraiment une grosse chaîne de valeur, mais on a pu pouvoir aider plus de 1000 personnes. Mais avec ce petit investissement, on a pu avoir des millions de dollars et ça nous a permis de pouvoir rentrer en contact avec un groupe de femmes agricultrices qui ont pu nous aider à pouvoir, on a pu les aider à pouvoir développer les différentes activités au Sénégal. Mais on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas pu avoir un financement mixte. Donc, je pense que c'est un des secteurs où le financement mixte pourrait vraiment être avantageux. Est-ce que vous voyez des opportunités aussi de risque? On voit aussi d'autres structures qui sont en train de se développer où on a des produits qui sont garantis et le nom de ce produit, on a Mazira où on peut permettre à des banques de pouvoir investir et on peut couvrir la plupart des risques additionnels parce que c'est un domaine qui est vraiment risqué.
Il y a beaucoup de constructions de financement mixtes qui existent, mais ce n'est pas vraiment signifiant. Donc, je pense que potentiellement, si cela est fait, ça va vraiment faire la différence. So as a Minister of Agriculture, I wish to also provide some answers. As a government, we are increasingly moving towards blended financing. Of course, this helps technical and financial partners to kind of minimize the risk which we are referring to. So you would realize that for some projects and programs that we are implementing, especially when it comes to Guinea, where for instance the state contributes to the tune of, let's say, 15 to 20%, regardless of the structure of the project, and this actually helps technical and financial partners. And this actually demonstrates the will of the state to move towards undertaking this project. That is the first thing. Second, as a government, so I'm sharing the experience of Guinea. So we have a fund to develop agriculture, which enables us to support producers and farmers rather. Sorry. You know, usually in Africa, we kind of focus on subsistence farming, and so there is a need when it comes to food security to help smallholder farmers to support themselves so that they are able to continue being food secure. And so we provide agricultural equipment, when the extractors and so on and so forth. I think it's also important to support them because they do not have the financial resources needed to, for instance, purchase a tractor which may cost $25,000, whereas a big company can actually have access to this equipment and be able to use a grant system to let them have access. So for instance, in our program, we kind of make sure that this equipment is available for the farmers, and this helps the rural population to have access to these inputs to be able to ensure food security. But there is also a very key aspect to this. Of course, I'm still sharing our experience in Guinea. Sometimes it's not really an issue with production for Africans. Sometimes the production is available, but the challenge is that we are unable to connect the market. Or sometimes also we realize that during the various transformation units, we don't have the means to... Et de nos producteurs. Donc ça, c'est un aspect aussi important qu'il faut prendre en compte. Et quand on a le financement nécessaire, on peut parvenir justement à résorber ce problème-là. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Merci. J'ai deux questions. La première pour le ministre. L'intervention qu'on peut faire pour assurer que les agriculteurs peuvent bénéficier aussi de ce business. On parle du business agricole où on peut impliquer les planteurs. On trouve des agriculteurs mais qui ne bénéficient pas de ce business-là. Et la seconde question, c'est de l'aspect financier. Comment est-ce qu'on peut développer ce business-là? Vous avez parlé des fonds propres, mais lorsqu'on regarde les différentes documentations qui ont été soumises, lorsqu'on a eu à avoir des applications pour subventions, la plupart d'entre elles donnent l'image d'un agriculteur d'un village. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment parler de... comment accroître le fonds propre? Quel type d'intervention vous pouvez avoir pour qu'on puisse vraiment aider ces différents planteurs à pouvoir bénéficier aussi de ces subventions-là? Merci. Thank you. It's a great question. Very quickly. On doit s'organiser.
c'est un aspect très important en tant que producteur. Il faut se mettre en groupement d'agriculteurs ou d'éleveurs. Il faut se mettre aussi dans les fédérations. Parce qu'en général, en tout cas pour l'exemple de la Guinée, nous accompagnons les groupements, les fédérations. Parce que tous ceux qui ont les surfaces financières suffisantes, en fait, eux, ils peuvent réaliser par eux-mêmes leurs projets, bien évidemment, avec l'accompagnement aussi parfois de l'État. Mais pour tous les petits producteurs, moyens producteurs, il est important de se mettre en groupement. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, il faut quand même aussi qu'on s'habitue à monter des projets, donc à avoir des business plans, etc., que l'État peut accompagner ou à travers ces différentes structures qui existent, par exemple le Fonds de développement de l'agriculture, ne va pas accompagner comme ça un simple producteur parce que voilà, j'ai un projet, j'ai ceci ou cela, mais il faut avoir tout un dossier. En tout cas, il faut qu'on s'habitue à monter des dossiers, à monter des projets. Et à travers ça d'ailleurs, et à travers des groupements, des fédérations, avec les partenaires techniques et financiers, nous sommes dans une dynamique justement de structuration du monde rural qui permet facilement de pouvoir les financer, mais de suivre surtout les réalisations des activités pour pouvoir avoir un résultat escompté à la fin. Donc, mon conseil à la fin, c'est de cela. Si vous voulez bénéficier des financements, que ce soit des partenaires techniques et financiers ou en tout cas de l'État à travers ces différentes structures, il faut s'organiser. Thank you. Merci. Peut-être une ou deux autres questions. Je ne sais pas si la deuxième question a été répondue. Je n'ai pas vraiment compris la question, donc ça a été vraiment difficile pour moi de répondre à la question. Je ne sais pas si vous avez compris la question. Il parlait de fonds propres. Je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer un peu sa deuxième question. Est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît, votre deuxième question? Oui, concernant les fonds propres, le ministre en a déjà parlé. J'ai parlé du fait que comment est-ce qu'on peut construire ce business. C'est vrai qu'on fait souvent, on donne des documents, on donne aussi des images, mais le fait que ça, on montre une image d'un planteur et aussi il y a l'aspect vestimentaire, donc ça ne donne pas vraiment de crédibilité. Donc ma question c'était comment est-ce qu'on peut vraiment... quelle est l'approche qu'on doit avoir pour que tout le monde ait l'air un peu plus, pour qu'on puisse avoir l'air plus sexy. Quand on regarde un peu dans la salle, regarde comment tout le monde est vraiment habillé ici. Mais si moi je viens en tant que simple planteur, est-ce que je pourrais vraiment attirer les investisseurs? Donc c'est comment pouvoir, comment un peu solutionner cela? Je vous donne un exemple et qui est présent dans cette salle. Avant qu'elle ne soit ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, avant qu'elle ne soit actuellement ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, elle était déjà dans l'agrobusiness. La ministre du Commerce, de l'Industrie, s'il vous plaît, Madame la ministre, vous pouvez vous lever, ils vont vous voir. Dites-moi, est-ce qu'elle est sexy ou elle ne l'est pas? Elle a été toujours comme ça avant qu'elle ne soit ministre. Effectivement, il faut rendre l'agriculture sexy pour nous, parce que la majorité de nos populations en Afrique sont jeunes. Donc oui, il faut rendre cela attrayant, attractif. Mais encore une fois, il faut s'organiser, il faut se structurer, et c'est que de cette façon-là que l'État, à travers justement son BND, donc le budget national de développement, ou à travers les FINEX, donc les financements extérieurs, vous allez pouvoir bénéficier de ces aides-là pour que vous soyez des agro-business sexy, si je peux me permettre. Thank you very much. Merci, merci. Malheureusement, nous avons plus assez de temps, donc je m'excuse pour ceux qui ont d'autres questions. À la dernière minute, je vais essayer de résumer un peu de ce que j'ai pu comprendre ici. Nous voyons qu'il y a un besoin vraiment grandissant et un besoin aussi sur ce continent-là, sur notre mandat pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire. Et je pense que c'est possible que ça devienne pire, à moins qu'on essaie de travailler différemment. Et le deuxième message que j'ai pu, ou leçon que j'ai pu tirer, il y a des acteurs qui veulent vraiment combler ce vide-là. L'argent est disponible et les personnes sont en train d'innover comment est-ce qu'ils déploient l'argent. FMO a parlé de comment est-ce qu'ils travaillent à travers des entreprises qui peuvent vraiment
aider ces différents planteurs, là, agriculteurs. Par exemple, l'autre collègue est fâché qu'on n'avait pas mentionné l'entreprise Effect. Et on a entendu parler aussi des engagements qui ont été pris pour pouvoir combler ces différentes disparités-là. On a parlé aussi de comment pouvoir mobiliser cet argent avec des collaborations. Vous avez pris l'exemple de Makatu qui a utilisé 2 millions de dollars, qui a pu débloquer 20 millions de dollars encore dans d'autres collaborations. Mais toutefois, pour pouvoir débloquer, on a entendu le besoin de pouvoir créer un bon business environnemental. Il faut avoir aussi des politiques intelligentes et aussi pouvoir, par exemple, production d'engrais ne pourra pas se faire si on n'a pas un environnement pour que les personnes puissent investir dans ce domaine-là. Lorsque j'ai parlé avec Madame Rita, elle a parlé du fait que ils ont une grande entreprise qui a investi dans la partie nord de l'Afrique, mais pas dans l'Afrique subsaharienne, et nous a expliqué pourquoi. On n'a pas pu rentrer dans le vif du sujet, mais le vrai problème était la capacité humaine qu'elle avait besoin pour pouvoir développer ce business. Donc, on a besoin de l'environnement qui va permettre de pouvoir débloquer et développer ce secteur-là. Donc, c'est un peu le message que j'ai pu recevoir. J'aimerais vous remercier tous pour votre temps. Merci pour Africa CEO Forum de pouvoir avoir un panel aussi divers. Et donc, merci à tous pour votre temps. Merci.